Vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions sur les douleurs au cou et les liens avec le choix de la chaise, la posture. Je vous présente donc aujourd'hui l'extrait d'un direct qui s'intéresse exactement à ces questions. J'espère que la formule vous plaira. N'hésitez pas à me poser vos questions durant la vidéo. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et on y va maintenant avec l'extrait de direct sur les douleurs au cou. Avant de commencer aussi, je veux remercier mon éditeur qui me permet en fait d'utiliser des illustrations de mes livres. Et aujourd'hui, les illustrations et ouais, il n'y a pas de photos, c'est surtout des illustrations. Elles sont tirées de mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Alors ça, c'était les remerciements à mon éditeur. Il y a plusieurs questions qui me sont posées en lien avec des douleurs à l'épaule, des douleurs au bras. Je vais vous donner un exemple ici. Alors, il y a Oumi qui nous écrit « Bonsoir, j'ai une capsulite rétractile de l'épaule gauche, c'est-à-dire une raideur et une douleur à l'épaule. » C'est un peu le grand résumé d'une capsulite. Et dès que je fais des séances de kiné, je commence à avoir mal au cou. Pourquoi? Alors là, il faudrait poser la question à votre kiné. Ce n'est pas moi qui va répondre à cette question-là, mais j'ai choisi votre question parce qu'on parle de cou, mais vous avez un problème de capsulite, une raideur au cou, lorsqu'on a une raideur à l'épaule, pardon, et lorsqu'on a une raideur à l'épaule, malgré peut-être le fait que le cou de la personne soit en parfaite santé, si l'épaule ne fonctionne pas normalement, votre cou va être surutilisé inévitablement. Imaginez que vous avez un plâtre au bras et vous ne bougez pas votre bras pendant 2 mois, disons, vous n'êtes pas chanceux, vous gardez votre plâtre longtemps, le cou va être surutilisé. Parfois, c'est peut-être le cas de plusieurs personnes à l'écoute, vous avez des douleurs au cou parce que votre cou est surutilisé en raison d'un problème à une autre articulation, à une autre région du corps. Et dans ces cas-là, on doit s'occuper de cette région qui est problématique, qui n'est pas le cou, pour donner un peu de répit au cou qui serait surutilisé. Si je veux monter mon bras et mon bras ne monte pas plus haut que ça, et si je veux prendre quelque chose qui est trop haut, ce que je vais faire ça comme ça. Alors, je vais contracter mon trapèze supérieur, je vais peut-être incliner la tête. Bon, une fois, ça va, mais si on fait ce mouvement pendant des jours, des semaines, des mois, parfois des années, on va surutiliser le cou et ça peut devenir problématique. Il y avait d'autres questions en lien avec l'épaule. Donc, la question d'Annie, comment soulager les douleurs qui partent du haut du bras jusqu'au cou? Alors là aussi, on est dans le bras, on n'est pas loin de l'épaule et qui vont irradier jusqu'au cou. C'est intéressant aussi de comprendre la cause. Pourquoi on a des douleurs qui irradient, ou si je résume ou je simplifie, des douleurs qui sont à la fois au cou, au bras ou à l'épaule. Et quand on parle du bras, on pourrait inclure l'avant-bras et la main. On veut comprendre ce qui se passe. On peut être dans une situation de surutilisation, donc un problème avec le bras, et une surutilisation du cou, et le problème n'est pas le problème primaire, le premier problème n'est peut-être pas dans le cou. Mais comment faire pour savoir si le premier problème est dans le cou? Souvent, et pas tout le temps, mais souvent la première douleur que vous aurez ressentie aura commencé au cou. Alors, c'est peut-être une façon de le savoir, mais ce n'est pas toujours comme ça, parce que parfois, on ne s'en rend pas compte. Et le premier problème, ce n'est pas celui-là qui va nous causer la première douleur, mais en général, c'est un bon indice. Si je vous montre une illustration comme ça, je vous ai lu la question d'Annie, on la voit encore à l'écran, mais ça va répondre à plusieurs questions qui font un lien entre la douleur au cou et la douleur aux membres supérieurs. Donc, vous voyez l'illustration de gauche, c'est une compression d'une racine nerveuse par une hernie discale. On a déjà fait un direct sur ça. Il y a plusieurs vidéos sur ma chaîne sur la hernie discale. Bon, vous voyez le disque qui est en gris. Vous voyez la hernie qui fait une petite bosse et qui va comprimer la racine qui est dans une couleur différente du reste du nerf, disons. Et au centre, ce qui est en brun ou quelque chose comme ça, c'est la moelle épinière. Alors, on a une hernie discale qui comprime le nerf ou une racine nerveuse. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on a une hernie discale qui ne comprime pas nécessairement la racine nerveuse, mais dans le cas de l'illustration que je vous montre, c'est le cas. Et là, vous voyez une racine nerveuse, mais vous ne savez pas
à quelle hauteur est cette racine nerveuse-là. Vous vous souvenez, hein, dans le cou, il y a plusieurs vertèbres. Et donc, la hernie discale peut se présenter à différents niveaux. Alors, si on prend notre illustration, cette illustration-ci, on ne sait pas à quel niveau se situe la hernie discale. Mais vous voyez dans l'illustration de droite les territoires nerveux. Alors, lorsqu'on a une compression à une racine X, on peut avoir, c'est au conditionnel, on peut avoir des manifestations douloureuses sur le territoire qui est innervé par la racine en question. J'espère que je suis clair dans mes explications. On va y revenir dans 2 secondes et on va prendre la question de Régine. Les fourmillements dans les mains sont-elles en rapport avec les douleurs liées au cou? Il y aura, Régine, une réponse en 2 volets. On revient à notre illustration ici. Alors, si on a une hernie discale qui comprime une racine nerveuse et cette racine irradie les mains, les doigts, je simplifie un peu, mais on pourrait ressentir, nous on va souvent appeler ça des paresthésies, hein, des sensations inhabituelles qu'on pourrait appeler des fourmillements dans les doigts, qui sont causés par une compression d'une racine nerveuse, par exemple par une hernie discale, mais il n'y a pas juste une hernie qui peut comprimer ou qui peut irriter la racine nerveuse. Et là, le problème de cou nous causera ces paresthésies, ces sensations inhabituelles dans les doigts, mais la logique serait exactement pareille si la racine nerveuse comprimée, innerve, est responsable d'un autre territoire, le bras, l'avant-bras, le biceps. Alors, cette compression nerveuse peut expliquer des paresthésies, mais peut aussi expliquer de la douleur, peut aussi expliquer des pertes de force musculaire, des difficultés de bouger, par exemple, une difficulté de relever les doigts comme ça, parce que les extenseurs des doigts, ces muscles-là, ne recevraient pas suffisamment d'influx nerveux parce qu'il y aurait une compression sur la racine d'un nerf qui, lui, est responsable d'aller innerver, par exemple, certains muscles. Alors, si on a un problème d'origine centrale, c'est-à-dire sur une racine nerveuse, ou pire sur la moelle épinière, on peut avoir des symptômes au bras. Alors ça, c'est une autre raison pour laquelle on pourrait avoir des douleurs au bras. Je vous rappelle, hein, tout à l'heure, je vous disais qu'une douleur, une raideur à l'épaule comme une capsulite, pouvait faire en sorte de causer une surutilisation du cou. Là, on vient de voir exactement l'inverse. On a un problème au cou, une hernie discale cervicale qui comprime une racine et qui nous cause des douleurs au bras. Et là, vous vous en doutez, le traitement plutôt n'est pas du tout le même. Et dans un contexte de hernie discale cervicale, et si vous savez que vous avez une hernie discale, c'est parce que vous avez eu un test d'imagerie médicale, peut-être une résonance magnétique. Il n'y a personne qui peut deviner que vous avez une hernie discale. On peut suspecter une hernie discale, mais pour vraiment confirmer le diagnostic, ça nous prend un test d'imagerie médicale. Et là, c'est donc signe que vous avez consulté un médecin et vous fiez, en fait, au professionnel de la santé que vous allez consulter. Et aucun exercice ne devrait jamais causer de la douleur. Et si vous n'avez pas accès à des professionnels de la réadaptation, et parfois on n'a même pas accès à un médecin ou à tout le monde, on ne peut pas le voir aussi souvent qu'on le souhaiterait, et mes interventions sur les réseaux sociaux sont là pour ça. C'est toujours un peu délicat parce qu'il ne faut pas détériorer votre condition, mais à tout le moins, essayez de préserver votre mobilité, des mouvements du cou simples. On a les rotations, on a les inclinaisons. Alors, c'est des mouvements qui sont simples. On veut maintenir la mobilité sans jamais augmenter la douleur, mais avant tout, on veut consulter un professionnel de la réadaptation. Alors, ça explique les douleurs qui proviennent du cou, dont le problème principal se situe au cou et qui provoque une irradiation aux membres supérieurs. Et là, j'ajoute une 3e couche dans ma réponse. Lorsqu'on a ces problèmes depuis longtemps, moi j'ai souvent vu des patients qui avaient des douleurs au trapèze, qui avaient des douleurs aux muscles situés à l'avant du cou, qui avaient aussi des douleurs aux membres supérieurs. Et il y a un déconditionnement qui s'installe. Je vous ai souvent parlé de ça, je vous ai souvent dit ce mot-là, déconditionnement, c'est-à-dire qu'à force d'avoir mal, de changer notre façon de bouger, de moins bien dormir, de ne plus faire telle ou telle activité physique, qu'est-ce qui se passe? Nos muscles, entre autres, vont s'adapter, vont perdre la force et on doit
autant que possible, reconditionner toute cette région-là. Et dans certains cas, les patients vont nous dire qu'ils ont mal un peu partout. En plus d'avoir cette compression-là, on essaie quand même de reconditionner les régions qui sont plus facilement traitables, entre guillemets. Si j'ai un problème au cou, peut-être que je peux au moins faire des exercices avec ma main, mon poignet, mon coude, pour essayer de maintenir ou de retrouver mon endurance, ma force musculaire et de faire aussi des exercices posturaux. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. On n'aura pas le temps de parler de ça aujourd'hui, mais de rééduquer les muscles de la posture, les muscles qui vous permettent de vous tenir en position assise. Je suis certain, parmi les personnes qui sont à l'écoute en ce moment, qu'il y a des personnes qui en ont marre un peu d'être dans la position assise et qui se sont peut-être levées parce que les muscles du cou sont fatigués. Il y a peut-être une diminution d'endurance des muscles posturaux. Alors, il faut aussi rééduquer ça. Et je voulais revenir à la question de Régine parce qu'il y a un volet, je vous avais dit que je répondrais en plusieurs volets. Les fourmillements dans les mains sont-ils en rapport avec les douleurs liées au cou? Je vous ai répondu en partie. On pourrait aussi ajouter qu'on peut avoir des fourmillements, des picotements dans les mains en raison d'un problème qui se situe davantage dans les épaules. Il y a des nerfs qui passent ici, près de la clavicule, disons, et dans certains cas, les fourmillements dans les mains proviennent d'un problème qui n'est pas situé dans le cou, mais vraiment plus bas, dans la région thoracique. Alors, si on a ce problème-là depuis longtemps, toujours dans cette même région, on peut avoir une douleur secondaire qui est apparue au cou pour plein de raisons. Et si on ne fait que de traiter le cou, peut-être qu'on passe à côté du problème. Alors, quand vous avez des fourmillements dans les mains en réadaptation, en physiothérapie ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique, on a des tests cliniques. Ça prend quelques minutes, ça prend une demi-heure, 1 heure pour évaluer tout ça, mais on peut mieux comprendre ce qui se passe et probablement identifier, trouver un traitement qui est beaucoup plus adapté pour votre condition. J'espère que ces informations que je vous ai données étaient claires. C'est un peu complexe. Avec les illustrations, je me disais que ça pourrait peut-être aussi être plus concret. Le temps file. Je voulais vous parler un peu d'anatomie. Vous avez le muscle trapèze qu'on connaît tous pour la plupart. Alors, si vous vous pincez un petit peu au niveau des épaules, vous allez toucher au trapèze supérieur. Et il y a les trapèzes moyens, trapèzes inférieurs un peu plus bas. Les vertèbres cervicales, vous les voyez. Les vertèbres sont près de la mâchoire, sont collées sur le crâne. Alors, c'est un endroit stratégique. Lorsqu'on a de la difficulté à bouger notre tête parce qu'on a mal au cou, et ça va ensemble, bien, ce sont des douleurs, les douleurs au cou, les douleurs à la nuque, des douleurs qui sont invalidantes parce que nos sens sont placés sur notre tête. Alors, il y a beaucoup de muscles qui sont placés derrière le cou et je ne vous ai pas montré les muscles du cou qui sont placés à l'avant. Et là aussi, on a vraiment plusieurs muscles qui sont devant. Il ne faut pas les oublier. Et c'est des muscles souvent qui ont des noms un peu compliqués. Alors, vous voyez le muscle qui est à votre gauche, le sternoclédomastoïdien. On a les clavicules aussi qui sont devant. Et sur l'autre diapo, je vous montrais l'épine de l'omoplate qui est là. Donc, l'omoplate, c'est aussi un os qui ne fait pas partie du cou, mais qui fait partie des épaules. Donc, il faut tenir compte de toute cette région-là quand on parle de douleur au cou. Alors, on a à peu près terminé le direct. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que toutes les illustrations, vous allez les retrouver dans mon livre « 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou ». Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a un blog. Il y a beaucoup d'articles, évidemment, sur ma chaîne que vous connaissez. Tout le monde ne sait pas, par contre, que sur ma chaîne et toutes les chaînes YouTube, il y a une petite loupe, un petit cercle. Et si vous écrivez des mots-clés dans cette vis-à-vis, ou à droite plutôt de la loupe, vous allez trouver mes vidéos qui traitent de tel et tel sujet. Il y en a plus de 450. Parfois, c'est difficile de s'y retrouver, mais en écrivant des mots-clés, douleur, hernie discale, cervicale, et vous allez tout de suite trouver les vidéos que j'ai faites sur ce sujet-là. J'ai fait des vidéos sur à peu près tous les sujets, donc vous allez pouvoir en trouver. Je vous invite aussi, je vous en parle souvent dans mes directs, à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca, et faire une contribution si vous le souhaitez. Ça m'aide à continuer à vous offrir tous ces contenus gratuits. Vous pouvez faire une contribution financière
financière, bien sûr, mais vous pouvez aussi cliquer à certains endroits, que ça me donne vraiment un sérieux coup de main. Pour ceux et celles qui en ont fait des contributions financières, je vous remercie vraiment très sincèrement. Ça me permet de continuer à vous offrir tout ça. Et vous pouvez, en terminant aussi, vous abonner à mon infolettre. C'est gratuit. C'est toujours sur mon site web et vous allez recevoir une fois par semaine tous les articles, les vidéos que je publie et mes interventions dans les médias. Vous le savez, je fais des chroniques à la télé, à la radio ici au Québec et je vais placer ces liens-là. Et dans bien des cas, ces liens, ces vidéos, par exemple, ou ces émissions de télé, vous allez pouvoir aussi les voir que vous soyez en Europe, en Afrique ou ailleurs. Alors, je vous remercie vraiment de votre attention. Je me sens toujours très privilégié de pouvoir m'adresser à vous. Vous êtes toujours très nombreux et nombreuses à écouter les vidéos en direct et aussi ensuite en rediffusion. Je lis tous vos commentaires et je me fais toujours une banque de sujets de vidéos parce que je vous en publie 3 ou 4 par semaine. Donc, j'ai besoin de sujets. N'hésitez pas à me faire des suggestions de vidéos. Ça m'aide à parfois aussi une suggestion fait en sorte que moi, ça me donne 2-3 idées pour d'autres vidéos. Alors, je vous souhaite un bon 2 semaines. On se retrouve donc dans 2 semaines pour un prochain direct. Prenez soin de vous et à très bientôt.